Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La bataille commence, c'est l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien qui le dit. Le régime affiche sa détermination au moment où Donald Trump exige une capitulation sans condition du pouvoir iranien. On retrouve tout de suite Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain a réuni son conseil de sécurité. On s'éloigne d'une solution diplomatique. Oui, selon la presse américaine, les États-Unis seraient sur le point de frapper en Iran. Hier, sur son réseau de Truth Social, Donald Trump a exigé la capitulation sans condition de l'Iran et s'en est pris à Ali Khamenei. Nous savons exactement où se cache le soi-disant chef suprême de l'Iran. Nous n'allons pas l'éliminer, du moins pas pour l'instant, mais notre patience s'épuise, a menacé le président américain. Une rhétorique agressive qui fait jubiler les Israéliens. Cela fait des jours qu'ils pressent Washington d'enfin intervenir à leur côté, même si pour l'instant, pas de confirmation officielle outre-Atlantique. Dans le même temps, plusieurs mouvements militaires sont en cours, des destroyers américains en Méditerranée orientale, le porte-avions USS Nimitz en route vers le Moyen-Orient et les bombardiers B-2 redéployés dans l'océan Indien dont les bombes peuvent détruire les bases nucléaires souterraines iraniennes. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les Américains qui ferment leur ambassade à Jérusalem jusqu'à vendredi. Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, on vient de l'entendre. Conseil de sécurité aussi cet après-midi à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Début de la réunion à 16h. Et on n'a peut-être jamais été aussi éloigné d'une désescalade entre l'Iran et Israël. Une nouvelle nuit de bombardement avec côté iranien le lancement de missiles hypersoniques, une dizaine d'engins selon les gardiens de la révolution. Israël assure avoir frappé les sites de production d'armes et de centrifugeuses en Iran. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Oui, selon le porte-parole de l'armée israélienne, plus de 50 avions de chasse ont effectué une série de frappes sur Téhéran et ses environs. Parmi leurs cibles, en effet, une usine de fabrication de centrifugeuses servant à l'enrichissement d'uranium, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Téhéran. On ne sait pas à l'heure qu'il est quelle est l'ampleur des dégâts infligés par les frappes. L'aviation israélienne s'en est pris également à des usines fabriquant des composants de missiles. Et en Israël, la nuit a été perturbée par 2 salves. Comme celle des dernières 24 heures, ces salves étaient nettement moins fournies qu'auparavant. 10 à 15 missiles lancés simultanément contre plusieurs dizaines dans les premiers jours de la confrontation. Un changement dû probablement aux opérations de l'aviation israélienne qui serait parvenue à détruire jusqu'à la moitié des rampes de lancement des missiles iraniens. D'où cette nouvelle tactique de Téhéran, moins de missiles tirés mais des salves plus fréquentes, salves qui auraient comporté des missiles hypersoniques. C'est ce qu'affirment en tout cas les gardiens de la révolution. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Cette opération Lion debout et les succès fulgurants enregistrés dans les premières heures étaient rendus possibles par le Mossad. Le service de renseignement israélien a infiltré le pouvoir iranien jusqu'à son sommet, ou pas très loin, William Molinier. Depuis 2 ans, le Mossad avance ses pions au cœur du pouvoir iranien. Le renseignement extérieur israélien recrute sur place des sources prêtes à livrer des secrets ultra sensibles, mais il s'est aussi impliqué directement en déployant des agents clandestins dans Téhéran. Ce commando de plusieurs dizaines d'opérateurs a réussi à bâtir une base de drones en Iran en faisant entrer discrètement des aéronefs chargés dans des camions. Ces espions illégaux les ont alors activés une fois les hostilités déclenchées. Les batteries iraniennes de missiles antiaériens ont ainsi été neutralisés, laissant le ciel libre aux F-35 israéliens. Et c'est aussi grâce à cette infiltration que l'état-major de l'armée de l'air a été décapité. Tous les commandants iraniens avaient été réunis au même endroit dans le cadre d'un exercice. Le renseignement israélien les a suivis en temps réel avant que l'armée ne les frappe avec précision. Cette opération, imbriquant renseignement humain et prouesse militaire, est d'ores et déjà présentée comme la mission du Mossad la plus réussie de l'histoire du pays. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. C'est le plus grand scandale de l'histoire de l'automobile, l'affaire des airbags Takata. Plus de 200 000 Citroën C3 et DS3 vont devoir rester au parking en France et en Europe. Consigne stricte du constructeur qui s'appuie sur une décision gouvernementale. Immobilisation immédiate ordonnée par le ministre des Transports lui-même après la mort d'une conductrice à Reims la semaine dernière. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Mercredi dernier, une femme de 37 ans est au volant de sa Citroën C3 sur une autoroute de Reims lorsqu'un camion heurte l'arrière de sa voiture. Celle-ci vient percuter la barrière centrale de l'autoroute. Le choc est suffisant pour que l'airbag se déclenche et explose, raconte François Schneider, procureur de Reims. La conductrice était très gravement blessée au visage.
et on a retrouvé un morceau de métal dans sa trachée. L'autopsie a confirmé que la cause de l'accident était clairement l'explosion de l'airbag et la projection de bouts métalliques sur le visage. Ce drame aurait dû être évité selon maître Charles-Henri Coppet, avocat d'une vingtaine de familles de victimes des airbags Takata. Ce qui est terrible, c'est que ça fait plusieurs mois que nous alertons sur le fait que des morts sont à venir. Et il faut qu'aujourd'hui, l'État effectivement contraigne encore plus fortement, et pas uniquement Citroën, mais toutes les marques, dès lors qu'elles recèlent cet airbag Takata. Le ministère des Transports recense au total 18 décès et 25 personnes blessées par les airbags Takata en France, la plupart outre-mer. Dans le Grand Est, Mélina Fachin, Europe 1. L'Assemblée nationale confirme la suppression des ZFE, l'article comprenant les zones à faible émission absent du projet de loi de simplification de la vie économique adopté hier par 275 voix pour, 252 contre. Le texte part maintenant en commission mixte paritaire. L'influenceur doit même libérer du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, faute d'accord avec le gouvernement algérien. Le TikToker à l'origine d'une crise diplomatique entre Paris et Alger est ressorti libre après 90 jours. Et puis on pourra continuer de payer ses courses alimentaires au supermarché avec des tickets restaurants au-delà de 2027. Leur utilisation pour les produits non directement consommables est actée par la ministre du Commerce, tout comme leur dématérialisation. Et puis c'est l'un des joueurs phares du foot français des années 70 et 80. Bernard Lacombe est mort hier à l'âge de 72 ans. Quand on est sur le terrain, c'est la plus belle des choses. On est bien, on est avec les copains qui sont à nos côtés, tout ça, c'est que du bonheur. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des immenses Bernard Lacombe racontant son amour du jeu et des autres sur Europe 1, avant-centre soucieux du collectif, mais avec un sens inné du but. 255 en championnat avec Lyon, Saint-Etienne et Bordeaux. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Jacques Vendroux, qui partageait l'émission avec lui, rendait hommage au grand joueur, champion d'Europe avec les Bleus de Michel Platini en 1984. Je pense meilleur buteur français de tous les temps. Et au-delà de sa carrière incroyable, un sens de l'humour dévastateur. Quand vous passez des moments avec Bernard Lacombe, je veux dire, ce sont des moments de convivialité incroyables parce que il se souvient de tous les buts qu'il a marqués en équipe de France de football, avec l'Olympique Lyonnais, avec l'AS Saint-Etienne pas trop longtemps, et surtout avec les Girondins de Bordeaux. Et c'est surtout, je le dis vraiment, c'est ce qu'on appelle un homme d'honneur. Il avait des points communs avec Claude Bèze et Jean-Michel Aulas. L'honneur, c'était le plus important. Jacques Vendroux, que vous retrouverez en direct dans le journal de 8h pour un portrait complet de Bernard Lacombe, mort hier à l'âge de 72 ans. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.